On est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette rencontre autour des nouveaux formats vidéo en partenariat avec West Media Lab et l'école de design de Nantes Atlantique, en particulier le Media Lab. On va avoir 3 super conférences ce soir autour de 3 initiatives, autour de nouvelles manières d'aborder les sujets de vidéo en journalisme et un petit peu au-delà du journalisme également. Peut-être avant de passer la parole à Julien qui va présenter West Media Lab, vous dire un mot sur la raison pour laquelle on organise cette soirée. Donc moi je suis Carl Pinault, je suis le directeur de Media Design Lab. Media Design est un des 5 labs de l'école et il est en train de fêter ses 3 ans et demi à peu près. Et à l'occasion de ces 3 ans et demi, on souhaitait proposer à la communauté qu'on a agrégée ces derniers mois, ces dernières années, de se retrouver et d'échanger pour faire un peu le bilan de ce qu'est aujourd'hui le design dans le secteur qu'on a choisi d'investiguer depuis 3 ans, qui est le monde des médias, le journalisme, les pratiques d'enquête, de représentation de l'information, de la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle donc on organise cette soirée qui est le prélude à une journée entière qui va avoir lieu demain, à laquelle vous êtes beaucoup ici à être conviés. Une journée entière qu'on a appelé de colloquium, pendant laquelle on va discuter ces sujets-là. Donc je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps pour présenter le lab ce soir, puisqu'on aura l'occasion d'en discuter demain. Peut-être que Julien, je peux te proposer par contre de présenter peut-être un peu plus West Media Lab, et après on reviendra sur les modalités pratiques de la soirée. Merci Carl, bonsoir. Oui, je ne vais pas être long non plus, parce que je pense que vous êtes venus là aussi pour voir les projets qui vont être présentés ce soir. Donc moi je suis Julien Costret, je suis le responsable de l'association West Media Lab, qui est une association qui est basée à Nantes. Donc nous, notre sujet, c'est l'innovation, la transition numérique des médias depuis une bonne douzaine d'années maintenant. Donc ça concerne l'évolution des technologies, des usages de l'information, ça concerne les modèles économiques des médias et ça concerne aussi les nouveaux formats journalistiques ou les nouveaux formats autour de l'info. Et c'est de ce dont il sera question notamment ce soir. Donc, dans nos activités, on fait beaucoup de veille pour repérer des projets qui peuvent être inspirants pour les médias et pour les médias locaux en particulier, parce que ça, c'est notre prisme à nous. On organise d'ailleurs le festival de l'info locale ici à Nantes une fois par an. On a aussi des études, des activités d'observatoire. Par exemple, on dresse l'inventaire des médias locaux en France et ça, on le met à jour maintenant chaque année, et ça nous permet de voir toute la diversité des médias, des pratiques, des lignes éditoriales, des approches qui peuvent exister dans les médias locaux, qui vont de médias associatifs ou de médias aujourd'hui qui peuvent être même que sur les réseaux sociaux jusqu'à des grands groupes comme Ouest France qui sera représenté ici ce soir et d'autres. On fait aussi de la formation, voilà, et d'autres activités, mais encore une fois, je veux pas être trop long. Si ça vous intéresse, vous irez voir un peu ce qu'on fait sur le site de West Media Lab ou sur celui du Festival de l'info locale. En tout cas, on est ravis de faire ce temps d'échange et de rencontre ce soir avec vous et de participer au colloque sur le thème média et design demain avec l'école de design. Et je reprends la main juste pour vous expliquer comment va se passer la soirée. Donc, on va commencer par 3 présentations de Bérangère Bourgoin, Antoine Scherer et Stéphane Lambert. Chaque présentation devrait durer 20 minutes. Après, on prévoit quelques questions et réponses. Donc, en gros, on en a pour 1h30 ici dans l'Agora de l'école de design. Et ce qu'on vous propose à l'issue de ces 3 présentations, c'est de bouger juste en face. Mais quand je dis juste en face, c'est vraiment dans l'autre partie du bâtiment, à Mashup, qui est donc le bar qui est attenant à l'école, où un cocktail est prévu pour vous accueillir et pour échanger les uns avec les autres. Et donc ça, c'est donc juste après. Donc, au moment où on finit les conférences, vous pouvez nous rejoindre. Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Mashup. Voilà, rien d'autre de plus à dire, a priori. Est-ce que je te laisse introduire Bérangère ? Oui. Bien, merci d'être là, Bérangère. Tu peux nous rejoindre. Donc, on a trouvé intéressant de t'inviter ce soir parce que tu es journaliste vidéo dans une nouvelle équipe à Ouest France. Derrière un nouveau média en fait qui a été créé, qui s'appelle Colloque, avec 2 K. Donc un média, tu vas nous l'expliquer plus en détail, hein, qui
Je trouve qu'il emprunte beaucoup aussi sur les codes des youtubeurs ou des créateurs de contenu aujourd'hui, qui a une ligne éditoriale assez éclectique, mais avec quand même une ligne directrice, c'est de faire du reportage d'immersion, de tester des métiers ou de tester des expériences. Et puis, forcément, ça vous amène aussi à avoir une interaction différente peut-être de ce que fait aujourd'hui une rédaction plus classique avec votre communauté, avec les gens qui les suivent. Ça, c'est aussi vraiment lié aux canaux que vous utilisez pour diffuser Colloque. Donc, merci d'être là, d'avoir pris le temps, parce que je pense que le rythme à Colloque doit être bien chargé, si j'en juge le nombre de vidéos que vous produisez depuis quelques mois, maintenant que vous existez. Voilà, je te laisse la parole, le micro, et présenter un petit peu Colloque. Et tu peux aussi montrer quelques vidéos si tu le souhaites. Merci encore. Merci, enchantée du coup. Bérangère, j'ai 23 ans et je fais partie donc effectivement de la nouvelle équipe de Colloque, qui est un nouveau média qui a été lancé par Ouest France fin septembre, début octobre 2024. Je vais commencer par vous présenter l'équipe parce que je vais en parler pendant, donc ce sera plus simple pour vous poursuivre. Donc on est 3 journalistes, moi, Lou qui est derrière moi, qui est le pilote, qui est aussi donc qui dirige les réseaux sociaux d'Ouest France et qui a été chargé du projet Colloque, donc qui pilote les 2 projets. François à côté de moi qui est journaliste. Derrière on a Logan qui est notre alternant. Qui n'est pas journaliste, qui est à l'école Digital Campus, je ne sais pas si vous connaissez, à Rennes, donc qui va gérer plus le cadrage, le montage, le tournage, le community management aussi. Et derrière Jordan, qui est journaliste également, qui était en alternance à Ouest France avec moi l'année dernière. Et on a une dernière personne qui n'est pas encore sur la photo parce qu'elle nous a rejoint en janvier et qui gère les partenariats, le marketing pour le projet. Alors je vais vous expliquer un peu pourquoi on a créé ce projet, enfin pourquoi Ouest France a créé ce projet. Ça a commencé en janvier 2024, donc la direction voulait un projet pour élargir la cible de Ouest France, toucher les plus jeunes, donc les 18-25 ans, et chercher un moyen de le faire parce que Ouest France, alors ça parle à beaucoup de personnes dans l'Ouest, tout le monde connaît le journal, mais alors après pour que les 18-25 le lisent, c'est plus compliqué. Donc ils ont chargé Lou de créer un projet, de monter quelque chose, d'imaginer quelque chose de nouveau. Et j'étais en alternance dans le service de Lou aux réseaux sociaux depuis 2 ans à ce moment-là, donc on a commencé à bosser ensemble dessus. Et pour des raisons évidentes, on est parti sur la vidéo parce que c'est quand même ce qui est plus accessible pour les 18-25. Et on a commencé à imaginer ce qu'on pouvait faire de différent. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait déjà se lancer sur YouTube, lancer des longs formats, parce on trouve que les longs formats peuvent intéresser, que sur YouTube, il y a beaucoup de longs formats justement, que les créateurs de contenu en produisent et que ça intéresse la cible. C'est pas on trouve pas que les formats courts forcément sont plus adaptés pour les 18-25. Donc on a décidé de se lancer sur YouTube et on a décidé de lancer quelque chose en immersion. En fait, l'objectif, c'était de reprendre les codes des créateurs de contenu, des youtubeurs qu'on connaît tous, et de faire de l'info en même temps. Donc, ce que Lou voulait, c'était embaucher des journalistes qui étaient dans la cible, qui ressemblaient en fait aux personnes qu'on voulait toucher. Donc, les 18-25, donc on est tous dans la cible. On est 3 journalistes, donc les 3, on est incarnants. Logan et Nathan n'incarnent pas, par contre ils nous aident beaucoup sur les sujets, à les choisir. Le but c'est que en fait on est consommateur de vidéos comme notre cible, donc on veut que quand on choisisse une vidéo, chacun donne son avis, chacun nous dise pourquoi il aurait cliqué sur cette vidéo, pourquoi il la regarderait, pourquoi lui il la ferait autrement ou plus longue ou plus courte. Enfin en tout cas on est tous égalitaires sur les choix des sujets et comment on les fait. Par contre on est 3 incarnés. Donc voilà. Donc on a commencé à réfléchir à ce sujet. On a choisi, je sais pas si vous connaissez Ouest France sur les réseaux ou sur YouTube, mais en fait il y a déjà une chaîne YouTube Ouest France et on a eu un long moment de réflexion de est-ce qu'on fait nos vidéos, on les produit et on les publie sur la chaîne YouTube de Ouest France, ou est-ce qu'on crée quelque chose de nouveau. La chaîne YouTube de Ouest France, elle a déjà pas mal d'abonnés, je crois qu'on est à 150 000, peut-être 200 000. Et donc c'était quand même une grosse possibilité parce que ça permet tout de suite d'avoir de l'audience et tout de suite
d'avoir des revenus aussi. Enfin, tout de suite, on aurait eu un public. Après, on s'est dit qu'en fait, la chaîne YouTube de Ouest France, ils font beaucoup de choses. Ils font beaucoup d'actu, que ce soit national, international, beaucoup de vidéos politiques, enfin, de l'actu en continu. En fait, ils reprennent beaucoup l'AFP aussi. Et en fait, on s'est dit, si on propose des formats de 10-15 minutes comme on veut faire, avec un ton complètement différent, beaucoup plus léger, où on se permet de... En fait, on parle comme si on parle entre nous, comme si on était avec des copains, à la cible, comme si on se tutoie tous. C'est pas du tout le même ton que sur la chaîne YouTube de Ouest France. Donc, on s'est dit, en fait, on va encore s'éparpiller et on va pas réussir à générer une communauté qui va être constante, qui va comprendre ce qu'elle regarde et pourquoi elle s'abonne, parce que nous, on sort une vidéo tous les vendredis, donc de 10-15 minutes sur un reportage en immersion. Et si toute la semaine, il y a d'autres vidéos qui n'ont rien à voir, ça va être un peu incompréhensible. Donc on s'est dit, on va lancer une nouvelle chaîne YouTube. C'était quand même un défi parce que, pour le coup, partir de zéro, c'est pas évident. Donc on est aujourd'hui à 2000 abonnés. Mais voilà, donc on voulait quelque chose de spécifique pour pouvoir vraiment générer une communauté où on sait qui c'est, on sait ce qu'elle attend sur la chaîne et on sait ce qu'on a envie de lui proposer. Donc on a créé Colloque donc début octobre, on a lancé les premiers reportages et on a voulu définir des formats. En fait, on voulait quelque chose de très très simple. Donc tant au niveau des formats qu'au niveau du nom, qu'au niveau de la charte graphique. Donc on a décidé de 3 formats. Donc actu, découverte et défi. Le but, encore une fois, c'est de faire de l'information et du divertissement en même temps. En fait, de caler des infos dans un reportage qui est léger et qui peut être drôle. Un bon exemple, je pense, là-dessus, c'est François, donc, qui est assis à côté de moi, qui a participé à un Infinity Trail. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une course infinie où, en gros, le dernier qui s'arrête a gagné. En partant de zéro, en n'ayant jamais fait de course à pied du tout. Je vais vous montrer juste après le tout début parce qu'on va pas regarder des vidéos de 15 minutes maintenant. Mais en gros, l'objectif là, c'est d'avoir un fil rouge. Donc, il s'inscrit à une course. Il a jamais fait de course à pied. En plus, la course est assez sans sas dans le sens où bon, c'est assez dur quand même. Donc, on s'est dit ça peut faire de belles images. On aura un fil rouge, c'est-à-dire qu'il s'entraîne. Il y a un but, il y a une narration dans la vidéo. Et dans tout ça, comment on cale l'info, c'est il a vu un kiné, il a vu une nutritionniste qui lui a expliqué comment faire. Il est allé dans une boutique de chaussures. Donc en fait des trucs tout bêtes, mais pour quelqu'un qui veut se lancer dans la course à pied, ça peut toujours être utile. Donc ça permet de faire de l'info tout en ayant un ton plutôt léger. Donc ça a été un projet en 2 vidéos parce que c'était un format en 30 jours. J'ai 30 jours pour m'inscrire et faire la course la plus dure du monde. Je vous montre le début. Bonjour à tous. Le 1er octobre, dans Applétier à la course plus du concept est simple, Facebook 6 km, 15 heures pour faire le Facebook. Si par exemple j'ai une blanc 45 minutes, reste pour me reposer. Si je vous 5 minutes, il me de poser. Voilà, vous avez compris. C'est peut-être pas très efficace comme vidéo du coup. Pris l'idée. L'actualité sur les de compte, il y a pas mal de débats. C'est en accéléré? Alors. Comment ça se fait? Je pense que c'est juste le paramétrage. Vitesse de lecture. C'est normal. Ok. Et ben on va faire CTRL-C. Safari. On risque d'avoir de la pub. Bon. On va faire tout refuser. Donc là on n'a plus de son. Moi, sinon c'est pas grave. Ouais, ça a l'air de pas très bien marcher. C'est pas grave. Donc, on ne verra pas la vidéo, mais vous pouvez aller la regarder du coup si vous voulez. Donc voilà, ça c'était un exemple d'un défi qui permet de faire de l'info sur un ton léger, voilà. À côté de ça, on a aussi le format On découvre. Là, on a ciblé sur des métiers. On veut faire des tests de métiers, mais pas... alors déjà, on va choisir un personnage ou une personne qui est dans la cible. On veut montrer des métiers différents, des voies différentes. Et on veut surtout le faire faire le reportage en apprenant le métier en même temps. Alors, on passe en principe une journée avec la personne. Et j'ai quitté. Et il nous explique comment il en est arrivé là, à quoi ressemble son quotidien, pourquoi il le conseillerait ou il le conseillerait pas.
Donc voilà, comme ça on a appris à faire du chocolat avec un jeune chocolatier de 20 ans qui a créé sa chocolaterie dans son garage. Je suis allée pêcher des coquilles Saint-Jacques en plongée sous-marine. Jordan a fait de la menuiserie. Donc voilà, c'est très varié, mais en fait la ligne commune c'est l'immersion et l'incarnation. Donc on voit François et Facecam. Ça se construit comme ça à chaque fois. Donc sur les formats, on voulait des formats très simples, très identifiables. On a essayé aussi au niveau de la charte graphique, ça a été un gros boulot de faire quelque chose aussi de simple. Donc on est parti sur le nom Colloque, qui changeait aussi d'Ouest France, parce que l'objectif c'est de ramener vers Ouest France ou de cibler des plus jeunes, mais aussi de se détacher de l'image du journal et de proposer quelque chose de neuf au niveau de la vidéo en tout cas. Donc je ne sais pas si vous connaissez le logo d'Ouest France peut-être, mais en tout cas il se retrouve dans le petit O de Colloque, c'est subtil. On est parti pareil sur 3 couleurs. En fait, le truc le plus simple et percutant possible. Voilà. Qu'est-ce que je peux... Donc, ça fait donc depuis octobre, on est à 2000 abonnés, donc c'est pas nul, c'est pas non plus délirant. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est hyper instructif parce que dès qu'on voit qu'on a un bon succès, on apprend. Dès qu'on voit que ça marche pas du tout, on essaye de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui manque, est-ce que ça n'intéresse pas. Le choix des sujets est hyper important à chaque fois parce que il faut que ce soit intéressant pour la cible, que ce soit possible de le faire en immersion, que ce soit possible d'en faire un format long aussi, que ce soit intéressant sur 8-10 minutes parce que sinon ça vaut pas le coup. On est parti sur 8-10 minutes aussi. Alors déjà parce qu'on trouve ça important de faire des longs formats, qu'on trouve que c'est porteur et que ça peut fonctionner, mais aussi parce que tout bêtement une question aussi de monétisation. À partir de 8 minutes, on commence à être monétisé, donc c'est à prendre en compte aussi. Et donc Nathan, que vous ne voyez pas sur les photos ni sur les vidéos, qui nous a rejoint en janvier, est arrivé pour gérer tout ce qui était côté partenariat, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de fonctionner comme des créateurs de contenu, donc de générer aussi de l'argent. Donc ce que Nathan fait, c'est que il présente nos vidéos, il présente nos futures vidéos aussi à des marques, et il essaye de créer des collaborations pour pouvoir générer de l'argent, faire des campagnes d'acquisition sur nos vidéos, ce qui peut nous permettre d'avoir de l'argent et de faire plus de vues aussi en poussant les vidéos. Pour le lien avec Ouest France aussi, parce qu'on n'est quand même pas tout à fait détaché, chaque vidéo s'accompagne d'un article sur le web, donc la vidéo est intégrée dedans. Le but c'est de montrer qu'on se rajeunit aussi, de rediriger vers la chaîne YouTube aussi ceux qui sont intéressés par le format vidéo en plus du format article. Et alors, ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, Ouest France est assez ouest. Colloque, on essaye d'être au niveau national. Donc, en fait, si un sujet nous intéresse, on va pas se limiter parce qu'il est pas dans l'ouest. Par exemple, François a testé l'école de Cascade qui est dans le nord il y a 2 semaines. Donc, on est allé à côté d'Arras. Et voilà. Et par contre, quand on fait des sujets dans l'ouest, pour les formats réseaux sociaux, on va les mettre en collaboration avec les réseaux sociaux d'Ouest France. Ça permet de pousser aussi nos vidéos. Donc, il y a toute une stratégie aussi quand même de maximiser les vues qu'on peut faire. Voilà. Ce que je peux dire au niveau de la chaîne, au niveau de l'équipe, alors on est assez nombreux pour un projet tout neuf, c'est quand même une bonne équipe pour un lancement il y a quelques mois. Après, pour le moment, on s'est vraiment concentré aussi sur le journalisme et les longs formats sur YouTube, ce qui fait qu'on n'est pas CM. Après, on maîtrise quand même les réseaux sociaux. Donc, pour le moment, le côté community management sur les réseaux, c'est nous qui le gérons. C'est pas notre priorité en termes d'audience. Notre priorité, c'est YouTube. Après, on a bien conscience que dans tous les cas, ça sert d'avoir des réseaux sociaux qui fonctionnent. Ça peut rediriger vers la chaîne. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours des shorts et des réels à partir de nos longues vidéos pour donner envie d'aller voir la vidéo en entière. On fait aussi des shorts sur l'actualité, mais l'actualité vraiment ciblée 18-25. Et on publie ça sur nos réseaux. Donc sur Instagram, TikTok, Blue Sky, etc. Et en fait, à chaque vidéo du coup qu'on publie, il y a aussi un gros travail derrière d'analyser l'audience, d'où elle vient, est-ce qu'elle a été mise en avant par YouTube, par l'algorithme, est-ce qu'elle vient de l'article Ouest France qu'on a écrit, est-ce qu'elle vient des shorts et ça a été bien redirigé. À chaque fois, on étudie ça, on en détermine aussi les heures de publi, ce qu'il vaut mieux faire ou pas faire. Bon, voilà. Donc c'est tout un travail encore d'analyse et d'affinage, mais
on est quand même content. Et en fait, l'avantage de ce projet aussi, c'est qu'on nous fait vachement confiance. Ils ont décidé vraiment de dire vous êtes jeune, vous savez un peu ce que vous voulez faire, donc ce qui peut fonctionner et ce que vous avez envie de voir, donc essayez de faire le maximum et voilà où on en est. Merci Bérangère. C'est vrai qu'en plus il y a un côté cathédrale ici, donc c'est pas... C'est un peu impressionnant, je trouve, pour la prise de parole en public. Juste avant de prendre vos questions, moi, je me permets d'en poser une ou deux. Donc, Colloque est aussi présent sur les autres plateformes. J'imagine Insta, TikTok. C'est ça, Instagram, TikTok. Mais pourquoi prioriser vraiment YouTube ? Parce que YouTube, c'est la plateforme qu'on a choisie principalement pour le projet. C'est là où on fait nos vidéos longues et donc comme on est parti sur du format long, ça nous semble évident de prioriser YouTube parce que c'est pas du tout adapté pour le coup pour les réseaux sociaux de faire des formats de 15 minutes. Donc YouTube, ça nous paraissait le mieux parce qu'on croit en la plateforme et que on pense que ça peut fonctionner simplement en s'adaptant vraiment au code des créateurs de contenu et que pour le moment les réseaux sociaux c'est vraiment ça peut nous permettre d'être un levier, mais c'est pas notre stratégie principale aussi parce qu'on peut pas avoir 3 CM en même temps que 3 journalistes alors que le projet est tout neuf et que. D'accord, une question de donc moyens pour le moment aussi. On fait par nous-mêmes. Moi j'étais en alternance sur les réseaux sociaux pendant 2 ans d'Ouest France, donc c'est quand même des formats qu'on maîtrise, mais toute notre stratégie est pas sur les réseaux parce qu'on n'a pas les moyens de le faire pour le moment, donc voilà. Alors, tu as commencé à répondre à une question que je me posais aussi, c'est d'où vous venez en fait dans l'équipe et est-ce que vous êtes des journalistes qui travaillaient déjà en fait au sein de la rédaction d'Ouest France et vous êtes venus à ces formats dont vous êtes, si j'ai bien compris, déjà consommateurs aussi au départ ou est-ce que il y a des personnes qui viennent qui sont côté recrutées en dehors en fait peut-être des métiers journalistes plus classiques? Alors Jordan et moi, on était en alternance à Ouest France du coup depuis 2 ans. Jordan était au service vidéo d'Ouest France, donc il faisait des vidéos plus longues. Moi, j'étais au service vidéo mais réseaux sociaux, donc en fait j'étais que sur des formats courts pour les réseaux. Du coup, moi j'ai commencé à bosser avec Lou au début du projet parce que c'était mon chef à ce moment-là et que comme j'étais dans la cible, on a commencé à travailler ensemble là-dessus, donc ça c'était pratique. Jordan était très intéressé par le projet et il correspondait bien aussi. L'idée qu'il avait du projet correspondait bien à ce qu'on s'imaginait également. Et François, on était dans la même école en fait. On était au CFPJ à Paris ensemble, qui est une école de journalisme. Il était au service vidéo lui du Figaro en alternance. Et donc, il avait des compétences vidéo, il était dans la cible. Moi, il me paraissait. Et alors, du coup, d'être formé, vous avez une formation de journaliste, et en plus, derrière vous, vous avez Ouest France, avec, j'imagine, peut-être aussi la charte de Ouest France. Du coup, ça vous amène sans doute dans vos choix de sujets, dans votre traitement éditorial, à être différent quand même des créateurs de contenu, ou pas tant que ça? Alors c'est toujours mitigé parce que la première chose qu'on nous a dit quand même quand on a commencé à monter le sujet, c'était justement détachez-vous un peu de la charte. Alors pas non plus trop parce que on nous a dit ça et forcément il y a quand même une ligne à maîtriser quand même. La charte, une des formules phares de Ouest France, c'est montrer sans choquer. Donc on fait quand même très attention à ça. Après sur le ton et le choix des sujets, on est quand même très libre quand on a un sujet quand même touchy, on en parle à la rédaction en chef, mais en principe ils sont d'accord parce que ils savent qu'on ne va pas effectivement montrer. Par exemple, Jordan voulait mettre en avant le métier de thanatopracteur. Donc là, pour le coup, on fait bien valider et puis après on se met bien d'accord sur ce qu'on va montrer, etc. Après, on reste journaliste quand même, donc le but c'est pas non plus c'est pas du tout de faire n'importe quoi et de montrer n'importe quoi. Mais par contre, sur le ton, il y a une vraie différence avec Ouest France. Où avec Ouest France au début, là ça évolue en même temps du coup, mais le tutoiement n'était pas évident, effectivement les sujets aussi. Là-dessus, ça fait partie du projet de nous laisser faire ce qu'on pense bon pour la cible aussi. Donc on essaye quand même de se rapprocher le plus possible des sujets qui peuvent ressembler aux créateurs de contenu. Par exemple, là la première vidéo qu'on voit, c'est le procès Ultia. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu.
C'est une qui est une des plus streameuse. vues, d'ailleurs. C'est une des plus Ouais, vues. Hein. c'est la plus vue. C'est une streameuse qui a été cyberharcelée, notamment sexuellement, et du coup, il y a eu un procès sur elle. Enfin, pour ces cyberharceleurs, évidemment. Et on a suivi ce procès, etc. Et il y avait cette question de, à Ouest France, on n'aurait pas cité les propos qui étaient très très violents. Là, on a pris l'option de les dire et vraiment de l'assumer en vidéo, quoi. D'accord. Et ça fonctionne aussi, je pense. Donc voilà. On a passé 20 minutes déjà. Peut-être que vous avez des questions de votre côté ? Bonjour, moi j'avais juste une question. Déjà, merci pour votre présentation et votre travail. J'apprécie beaucoup, ça me fait penser à Explore. En fait, j'avais une question. Donc, vous avez parlé par exemple de l'harcèlement de Ultia ou encore de la série Arcane. Et en fait, il me faut beaucoup penser au travail de Samuel Etienne avec le Mathieu Etienne ou encore Hugo Décrypte. Est-ce que vous avez déjà envisagé à vous lancer sur Twitch ou des plateformes similaires qui justement, comme vous le dites, regroupent beaucoup de jeunes qui consultent le même contenu que vous faites et justement qui sont amenés à regarder des thématiques très similaires. Ouais, merci beaucoup. Alors à l'origine, quand on était vraiment en train d'imaginer à quoi ça allait ressembler avec Lou, on s'était dit qu'on ferait du direct et qu'on se lancerait sur Twitch aussi. Et on s'était dit, c'est encore en vue. Le seul truc, c'est qu'on s'était dit qu'on se lancerait à peu près vers cette période, en janvier. C'est toujours en projet, mais pour le coup, on n'a pas encore les moyens de le faire, ni trop techniquement, ni en termes d'équipe, parce que ça reste des vidéos de 10-15 minutes, donc 3 journalistes, c'est bien, mais on n'est pas large du tout sur le temps de tournage, de calage, de montage, etc. Donc oui, c'est un vrai projet, parce qu'effectivement, la cible est là-bas aussi, mais pour le moment, c'est pas encore réalisable, mais ouais, c'est un projet. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ah, derrière moi. Oui, mais j'avais une question concernant le modèle économique, parce que tu as parlé des partenariats. Et tu as dit aussi, donc vous trois, vous êtes journalistes aussi qui incarnez la chaîne. Est-ce que vous êtes fixé des... Je vais attendre que ça passe. Est-ce que vous êtes fixé des limites aussi, vous, sur ce que vous pourriez faire s'il y a des partenariats à incarner, par exemple, du placement de produits ou des choses comme ça, est-ce que c'est vous qui le feriez ? Est-ce que ça serait quelqu'un d'autre de l'équipe ? Non, nous on peut pas faire les partenariats vu qu'on est journaliste, effectivement, donc c'est pas déontologique. Donc en fait, on a beaucoup bossé là-dessus avec Nathan, que vous ne voyez toujours pas, mais que vous verrez sûrement dans les prochaines vidéos. Si on fait des partenariats, c'est lui qui les incarnera, parce qu'il n'est pas journaliste. Et après, ce qu'on essaye de faire, c'est de bosser sur des incarnations qui seraient marrantes, en gros, qui seraient en lien avec la vidéo quand même. Mais par contre, évidemment, on précisera bien que la personne qui propose le produit n'est pas journaliste, parce que là, pour le coup, ça bloquerait vraiment Equasens, et puis nous, ça nous irait pas non plus. Donc voilà, donc c'est lui qui serait chargé de faire ça. Et pardon, juste pour le coup, c'est aussi pour ça qu'on les voit pas du tout à la cam. C'est qu'en fait, on veut pas mélanger, on veut pas brouiller les pistes. Nous, on parle d'informations, etc. Et eux, ils parlent de partenariat. Et on veut bien différencier les deux, justement, pour qu'il n'y ait pas de faux messages ou de choses comme ça. D'autres questions ? Là et là. Merci. Je me questionnais sur vos méthodes de veille. Est-ce que vous effectuez toutes vos veilles pour trouver à la fois vos sujets, vos inspirations sur justement les formats vidéo, comment vous allez traiter la vidéo, comment vous allez pouvoir la monter, le rythme, etc. Toutes ces veilles, est-ce que vous les effectuez chacun de votre côté ? Est-ce que vous venez les partager en équipe, lors de temps d'équipe réguliers ? Quelle est votre méthode en termes de veille ? Alors, on fait une veille classique journalistique, effectivement, tous les jours des autres journaux, des autres médias, etc. Et on essaye de voir s'il y a un sujet, alors qui peut être traité partout, mais qui nous intéresserait particulièrement sur les 18-25. Donc ça, on voit, et en fonction de ça, comment on le traite pour qu'il soit intéressant sur notre chaîne, parce que en soi, on peut tout traiter, mais il faut que ce soit ciblé.
Ensuite, on fait pour le coup beaucoup de veille sur les réseaux aussi, l'actu des réseaux, des influenceurs, des streamers, ça prend beaucoup de temps. Ça se fait aussi assez naturellement parce qu'on est consommateur de YouTube, TikTok, Instagram, etc. Après, on fait, d'un point de vue organisationnel, on fait une conf le lundi pour en parler. Après, on est vraiment, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on est dans une toute petite, enfin dans une salle tous ensemble tout le temps, avec le studio dans la même salle. On veut que ce soit vraiment une équipe qui fonctionne que ensemble. Et donc en fait, on en parle absolument tout le temps. Et après, c'est ce que je disais, quand on choisit un sujet, ça donne lieu à des grosses discussions de qui le regarderait dans l'équipe, pourquoi quelqu'un le regarderait pas, est-ce que ça vaut le coup de le faire quand même juste parce que ça l'intéresse pas et basta, ou est-ce que non, en fait, c'est qu'il y a un problème. Et après, effectivement, en termes de montage, etc., alors on se dit à l'avance chacun comment on verrait le sujet, on essaye de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et ensuite, à la fin, on regarde tous le reportage, et là, ça donne lieu à énormément de coupes, parce que souvent, c'est trop long. On voit à partir de combien de temps chacun a décroché pour se dire, si t'as décroché, c'est qu'il y a un problème, parce que quand t'es payé pour une chaîne et que tu veux pas regarder la vidéo en entier, c'est un peu compliqué. Donc, on fait en fonction de ça. Voilà. D'accord. Une dernière question courte, avec une réponse courte, parce qu'il faut qu'on passe au projet suivant. Oui, juste tout à l'heure, tu as parlé d'un article web qui accompagne la publication de ces vidéos. Qui l'écrit? Est-ce que c'est votre équipe ou c'est l'équipe rédactionnelle classique de Ouest France? Et deuxième chose, est-ce que ces articles sont dans le modèle payant ou en accès gratuit? C'est nous qui les écrivons. Déjà, à chaque fois, on fait la vidéo, on publie l'article, on écrit l'article, on le publie en même temps. Et en principe, ils sont gratuits. Ça peut dépendre, mais en principe, ils sont gratuits. Pour le moment, ils ont toujours été gratuits. Mais après, on les décline aussi dans le print quand ça intéresse le print. Voilà. Merci encore Bérangère. S'il y a d'autres questions, on pourra les poser à côté, au café, même si je pense que tu dois repartir assez vite sur Rennes, si j'ai bien compris, mais n'hésitez pas. Merci bien. Je vais proposer à Antoine de me rejoindre, et je vais te proposer de brancher ton ordinateur et peut-être de faire un test son. Je pense que ça vient de mon ordinateur, mais... C'est dans Keynote, donc merci. Et comme ça, je vais en profiter pour te présenter en attendant. Donc, nous accueillons à présent Antoine Schirer. Tu es à la fois designer et journaliste. Tu es indépendant et tu travailles principalement aujourd'hui pour la BBC et pour le journal Le Monde. Et on avait déjà eu l'occasion de t'accueillir il y a quelques mois pour une conférence qui avait été animée par Maxime à Datarama en septembre dernier. Et on est extrêmement heureux de t'accueillir aujourd'hui parce que tu fais un peu partie des rôles modèles, pour le dire sans te mettre aucune pression, qu'on essaye de vendre à nos étudiants. Donc aujourd'hui, on t'accueille pour... une présentation sur la façon dont notamment tu utilises tes compétences de designer pour les mettre au service des enquêtes journalistiques que tu produis. Et donc je vais te laisser la main maintenant, si ça veut bien marcher, ton ordinateur. Oui, ça marche. Juste, comment je fais pour avoir mes notes? Ah mince, vous les voyez en plus là. Je peux pas trop le faire sans notes. Alors si comment tu... je fais pour avoir mes notes? Je pense que si tu fais ça, recopie... Ah oui, c'est ça recopie. Ouais. Et à mon avis, il ne faut pas faire recopier, il faut faire ne plus recopier. Hop, et là, si tu fais ça, merci, bon. Parfait. Donc, vous connaissez déjà l'intro de ma présentation, donc voilà. Merci à vous pour l'invitation. La période est pas très réjouissante, alors j'ai choisi un titre optimiste et ambitieux. Comment combattre la post-vérité grâce au design? Ou tout du moins essayer, parce que je ne sais pas si ça sera suffisant. Pendant les 20 prochaines minutes, je vais essayer de vous présenter comment, à mon avis, les outils du design peuvent être mobilisés dans le cadre d'enquêtes journalistiques et pourquoi je pense que ça peut se révéler extrêmement pertinent. Je m'appelle donc Antoine Schirer, je suis journaliste, réalisateur et designer. Je travaille principalement pour la BBC et Le Monde, comme l'a dit Karl. Et ce qui est intéressant ici, peut-être, c'est que je suis de formation designer. Le son, ça grésille pas? Je parle trop fort?
moins grésillant. Ok, ouais, on va voir. J'ai débuté ma carrière en 2009 dans le monde des agences de com et de publicité. Un peu dans une quête de sens vers 2015-2016, j'ai bifurqué. Et de fil en aiguille, je suis arrivé un peu dans le journalisme. Assez vite, j'ai pu rejoindre l'équipe vidéo du Monde, qui à l'époque était en train de se constituer. Peut-être que vous connaissez un peu ce qu'ils font actuellement. Donc c'était beaucoup de vidéos explicatives. Et moi, du coup, j'étais recruté en tant que motion designer. Et donc j'étais en charge de fabriquer les animations pour les vidéos, des cartes, des diagrammes animés, des choses comme ça. Et à titre personnel, à côté de mon boulot, je m'intéressais beaucoup au journalisme d'enquête. Et j'ai toujours eu l'intuition que on pouvait utiliser ces outils-là pour expliquer des enquêtes complexes, enfin, voilà, en lisant d'autres médias ou parfois même les enquêtes du Monde. C'est difficile à comprendre parfois les problématiques. Et à l'époque, mais en vidéo notamment, moi je faisais uniquement de la vidéo, pas de journalisme texte. C'était pas très courant. Enfin, il n'y avait pas vraiment les émissions. Si on pense aux émissions à la télé comme je sais pas, Cache Investigation, Complément d'enquête, il n'y a pas vraiment de design dedans. C'est des reportages un peu filmés à la caméra. Parfois, on va avoir en design peut-être des incrustations, un chiffre ou quelque chose comme ça, mais ça s'arrêtait là. Et tout s'est accéléré pour moi le jour où j'ai découvert cette vidéo du New York Times. We are learning more about a young Palestinian nurse on June 1st, 2018. Je précise, je sais pas si j'ai vu qu'il y avait des enfants tout à l'heure, c'est des vidéos un peu violentes. Donc, enfin, il n'y a pas d'image violence, mais ouais, je précise. Pardon, je la remets. We are learning more about a young Palestinian nurse on June 1st, 2018. An Israeli soldier shot into a crowd of protesters in Gaza, killing a volunteer medic named Razan al-Najjar. We returned to Gaza to investigate her death. We analyzed over 1,000 of their photos and videos, frame by frame. We mapped the protest area, and with the agency Forensic Architecture, we made a precise 3D model of it. Where did the shot come from? We drew a line through Razan and Rami, the two medics who were directly hit by the bullet. Allowing for a margin of error, we traced the bullet back to the same sandberms where the medics stood opposite Israeli soldiers minutes earlier. J'ai mis un court extrait parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais dans cette vidéo publiée donc fin 2018, le New York Times avait exposé de façon tout à fait édifiante comment une infirmière gazaoui avait été tuée par une balle de sniper tirée par l'armée israélienne alors qu'il n'y avait pas de menace imminente. Et ce qui me marque dans cette enquête à l'époque, c'est deux choses. C'est déjà la méthode d'enquête. Le gros des révélations était obtenu par la collecte et l'analyse de vidéos issues des réseaux sociaux et aussi de sources sur place. Et en synchronisant toutes ces vidéos, c'est comme ça qu'ils avaient résolu l'enquête en analysant les images. Et le deuxième, évidemment, c'était l'usage de la 3D ici. J'avais jamais vu ça avant, qui avait servi à la fois d'aider à retrouver l'origine du tir en replaçant chaque personne dans l'espace, et aussi d'expliquer de façon très claire, limpide, ce qui s'était passé. Et alors moi qui m'intéressais aux journalistes d'enquête, j'avais jamais vu ça vraiment en France, je me suis dit, ayant des compétences techniques, la 3D, j'en avais fait avant dans le monde des agences. Synchroniser des vidéos, je sais faire. Expliquer des choses avec du motion design, je sais faire aussi. C'est mon métier. Donc je me dis, c'est peut-être pour moi. À ce moment-là, on était en plein mouvement des Gilets jaunes. Et au service des vidéos du Monde, à l'époque, mes collègues se demandent comment traiter les vidéos, peut-être que vous vous en souvenez, qui arrivaient chaque semaine un peu sur les réseaux sociaux, où on voyait des gens gravement blessés, parfois mutilés par des armes de police. Et difficile à appréhender pour mon équipe à l'époque, qui n'était pas une équipe d'enquête, parce que difficile à vérifier, de savoir le contexte et tout ça. Et donc quand on a vu ces travaux du New York Times, on s'est dit avec ma collègue Asia Baluffier, peut-être qu'on pourrait essayer de s'en inspirer pour documenter ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qu'on a fait du coup. Et quelques jours plus tard, on tombe sur cette vidéo qui se met à circuler sur les réseaux sociaux. Attention, elle est un peu violente. Donc cette vidéo, elle est filmée à Bordeaux le 12 janvier 2019. Pardon. Donc on voit donc cet homme sortir du champ. Et quand la caméra tourne, il est face contre terre, inconscient. Et donc, la vidéo circule vachement sur les réseaux sociaux. Elle est reprise par les JT nationalement également. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce gilet jaune a eu un comportement violent dans l'intervalle ou avant
ce qui aurait pu justifier l'intervention des forces de l'ordre. Et donc on a essayé d'imiter le New York Times. On a fouillé les réseaux sociaux pour essayer et collecter toutes les vidéos qu'on pouvait trouver de ce jour-là, et des photos aussi. Bien plus tard, on apprendra que cette technique, elle porte un nom. Ça s'appelle de l'enquête en sources ouvertes, ou OSINT. Peut-être que certains ont entendu parler. Mais à l'époque, nous, on ne sait pas. Donc on a juste cherché, on voulait essayer de trouver, voir si on pouvait résoudre, savoir ce qui s'était passé. On a combiné ce travail d'OSINT avec du journalisme traditionnel, c'est-à-dire enquête de voisinage, retrouver des témoins qui aussi nous ont donné des vidéos qui n'avaient pas circulé sur Internet. Plus tard aussi, on a eu accès aux images de vidéosurveillance, et ce qui a pu nous donner encore d'autres informations. Et voilà un extrait de ce qu'on a publié quelques mois plus tard. Durant quelques minutes, la tête du cortège, composée de plusieurs centaines de manifestants, s'immobilise devant le Grand Théâtre. Grâce aux images qu'il nous a fournies et à celles de plusieurs autres reporters, nous avons pu constituer une séquence continue des événements qui vont suivre jusqu'à l'évacuation d'Olivier Béziat par les pompiers. Elle débute peu de temps après la dispersion de la place de la Comédie, 58 secondes avant la charge des forces de l'ordre. Un groupe de manifestants s'est fixé rue Sainte-Catherine. Quelques insultes fusent. Puis on aperçoit brièvement Olivier Béziat dans le groupe de manifestants. Au même moment, on l'aperçoit également depuis une autre caméra située près des forces de l'ordre, ici. « 12 secondes plus tard, celle-ci lance une charge rue Sainte-Catherine. Mais revoyons la scène depuis l'angle situé rue de la Maison Dorade, devant l'Apple Store. Voici ce qui s'est passé. Une première balle de LBD 40 est d'abord tirée par un agent de la BAC. Elle ne touche pas Olivier Béziat. Voilà. Quand je me suis retourné, j'ai vu qu'il y en a un qui me regardait comme ça, et après, puis, au revoir. Une deuxième balle de LBD est en effet tirée par cet autre agent de la BAC, ici. On distingue mieux le tir depuis le deuxième angle de caméra, rue Sainte-Catherine. La balle frappe Olivier Béziat dans la tête. Une instruction relative à l'emploi des LBD 40 indique pourtant qu'hors situation de légitime défense, la tête ne doit pas être visée. Donc voilà, j'ai mis des extraits parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà. Dans cette enquête révèle comment cet homme de 49 ans, Olivier Béziat, pompier volontaire, a été victime d'un tir de LBD 40 dans la tête alors qu'il ne représentait aucune menace. Elle révèle aussi que les policiers ont manqué à leur devoir de porter secours à cette personne qui est gravement blessée. Donc comme vous l'avez vu dans cette vidéo, le design est omniprésent. Et ça se voit sans doute, on a vraiment construit la narration en fonction des potentialités que nous offraient les différents composants. Je vais passer en revue les principaux. Donc on a cette grammaire que j'ai résumée en play, pause, rewind, qui en fait ça reprend quelque part, c'est un peu comme quand on verrait apparaître la vidéo sur notre fil Twitter, où sur Internet on regarde une fois, on n'a pas bien vu, on peut regarder, donc on navigue dans la vidéo en quelque sorte de façon asynchrone, c'est pas lié à la lecture. Donc en fait on prend le document audiovisuel un peu comme un point de départ d'analyse, et pas comme un rush, comme un point d'arrivée. Et donc c'est une grammaire assez particulière qui, dans ce type de vidéo, est récurrente. Évidemment on utilise des petites animations comme ça pour mettre en exergue des parties, donc ça peut être des flèches, des pointillés, bon ça c'est plus courant. On peut utiliser aussi des animations de documents pour venir mettre en exergue certaines parties. Un des codes dans cette vidéo qui est très visible, c'est cette timeline sur laquelle on a essayé d'ancrer vraiment le récit dans le temps, de vraiment savoir où on se situe par rapport dans l'histoire en quelque sorte, de pouvoir mettre en relation plusieurs choses. Et moi, je pense que ça provoque un effet de compréhension. Ça aide vraiment à comprendre la chronologie des faits, tout simplement.
Au passage, je précise que ce petit composant, vous voyez qui s'étire comme ça, c'est un prototype que j'avais fait pour l'occasion. Et depuis, je l'ai structuré, je l'ai packagé et je le mets à disposition sur mon site internet, si vous avez envie de faire l'utiliser. C'est aussi de l'open source. On utilise aussi évidemment beaucoup, ça c'est très récurrent dans ce type d'enquête, des images satellites et pour un peu cartographier les scènes. Et ce qui a marqué à l'époque aussi, c'est l'usage de la 3D. Je ne vais pas trop le développer ici, parce que quelque part, moi, c'était la première fois que je l'utilisais dans cette vidéo, et c'est pas le meilleur exemple, elle a pris un petit coup de vieux, je pense. Et surtout, depuis, j'ai appris un peu mieux à utiliser cette technologie pour ce genre, et je vais vous montrer un autre projet après avec ça. Tous ces outils visuels, à mon avis, participent grandement à ce que la démonstration soit convaincante. On a trouvé que c'était une sorte de grammaire visuelle, qui prend comme ça par la main le spectateur pour venir lui montrer les différentes étapes de notre enquête. Voilà ce qu'on voit. Et quelque part, on lève le capot aussi sur notre enquête. On ne va pas juste dire aux gens ce qu'il faut penser de l'événement. On va montrer comment on en est arrivé à la conclusion. Donc ça, je pense que ça provoque un effet chez le spectateur qui est un peu convaincant, en tout cas j'espère. Je tiens au passage à créditer un Nantais qui a travaillé sur ce projet, Marceau Bretonnier, qui est ici avec nous, et qui est aujourd'hui le motion designer en chef des enquêtes vidéo du monde. Cette vidéo, à l'époque, elle a eu un certain retentissement. En quelques jours, elle a été visionnée plus d'1 million de fois entre le site du Monde et YouTube. Énormément de médias l'avaient reprise. Le ministre avait été questionné sur son sujet. Ce que cette enquête a réussi à faire, à mon avis, c'est, grâce à tout ce travail, c'est, à mon avis, mettre des faits sur la table. Il y avait dans le débat public à l'époque, il y avait toutes ces vidéos qui circulaient. Là, je pense que voilà, quand on regarde cette vidéo, on sait que ce jour-là, il s'est passé ça, qu'il y a eu que quelque chose a mal fonctionné ce jour-là. Et après, chacun peut décider ce qu'il pense des Gilets jaunes et du travail de la police. Mais au moins, on peut être d'accord sur les faits. Je pense que ce genre de travail sert un peu à ça. Bon, après, il faut rester humble sur notre travail. Au final, quelques années plus tard, le ministre de l'Intérieur déclarait il n'y a pas de violence policière. Donc, ça rend humble sur notre travail. Cette enquête, ça a été un peu un tournant pour moi. Et après ça, j'ai vraiment eu envie de continuer ce travail. Pour pouvoir continuer d'apprendre à enquêter, j'ai préféré quitter mon poste de motion designer au Monde. Et j'ai travaillé ensuite à différents endroits, notamment en Angleterre, chez Forensic Architecture, qui avait été pionnier un peu de ce genre, et à la BBC. Je vais vous présenter maintenant quelques autres projets et voir aussi d'autres outils. Une enquête que j'ai faite pour Le Monde quelques années plus tard. En 2013, à Villemomble, une opération de police fait plusieurs blessés, dont cette femme, une mère de famille de 54 ans, qui perd l'usage d'un œil. Quand j'en entends parler, la procédure vient de s'achever, 7 ans après les faits, et tous les policiers ont été acquittés. Et j'apprends aussi que dans cette affaire, il y a eu énormément de vidéos qui avaient été filmées ce jour-là par les gens, mais qui n'avaient pas été rendues publiques. Elles étaient restées dans le cadre de l'instruction, et c'est comme ça que j'ai eu envie de m'intéresser à cette affaire, voir ce qu'il y avait dedans. Et je vais vous montrer la séquence clé de cette enquête. Soudain, la foule recule. C'est à ce moment-là que Fatouma Kébé est blessée à l'œil. Que s'est-il passé pendant ces quelques secondes? En stabilisant ces images, on repère d'abord un premier tir de flashball déclenché par l'agent A. Selon ce document issu du dossier judiciaire, son habilitation à faire usage de son arme n'était plus valable depuis 18 mois. Son tir manque l'auteur du jet de pierre, passe au milieu des habitants en train de fuir et vient briser la vitre d'une voiture. La deuxième détonation provient d'une grenade de désencerclement de type GMD. C'est l'un des 18 plots en caoutchouc projetés par celle-ci qui blesse Madame Kébé à l'œil. Sur un autre angle, le lancer est nettement visible. L'engin rebondit une première fois au milieu de la foule et explose quelques mètres plus loin. Un geste non réglementaire selon l'IGPN et le parquet.
La troisième détonation provient en réalité de 2 tirs. L'agent A tire un second coup de flashball et à quelques mètres de là, simultanément, un autre policier fait feu lui aussi. À nouveau, les tirs traversent une foule d'habitants en train de fuir. Voilà, donc, comme vous l'avez vu, on a mobilisé à nouveau dans cette enquête une bonne partie des outils que j'ai présentés tout à l'heure. Et pendant les phases d'enquête, les outils du design nous ont servi à plusieurs choses. Déjà à synchroniser toutes les images et à ajouter comme ça du tracking pour pouvoir comprendre ce qui se passe déjà nous au stade de l'enquête, parce que c'était vraiment très confus. Enfin voilà, les caméras bougent beaucoup. En stabilisant les images, on a réussi à identifier ce que la justice n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire déterminer avec certitude quelle arme avait blessé Madame Kébé, en l'occurrence la grenade. Et ça, c'est en stabilisant. Vous voyez, le rush de base, il est très difficile à exploiter. Et en stabilisant, on arrive clairement à voir ce qui se passe. Bon, on voit nettement voilà, la petite lumière au moment du tir. Donc en fait, voilà, très concrètement, là, After Effects nous a servi à résoudre l'enquête. Et j'ai surtout choisi cette enquête pour vous présenter l'usage de la 3D. Donc c'est directement inspiré du travail de Forensic Architecture, donc ce laboratoire anglais qui a été un peu pionnier de ce genre de choses depuis maintenant une grosse dizaine d'années. Ça nous sert à plusieurs choses. Ça nous sert déjà à spatialiser la scène, les événements, savoir où on se situe, spatialiser les lieux, s'orienter dans la scène. Ici, par exemple, on vient juste montrer où se situe une caméra. Et donc, on arrive bien à savoir où on se situe par rapport au reste du bâtiment. Ça nous sert aussi à expliquer des choses, tout simplement. C'est-à-dire rajouter une surcouche d'informations. Par exemple, ici, on va détailler la trajectoire et le rôle de certaines personnes dans la scène. Et en fait, le modèle 3D vient quelque part synthétiser tout le travail d'analyse qu'on a fait et le présenter clairement en quelques images dans la vidéo. Et ça nous sert aussi à faire ce truc un peu spectaculaire qui est de relier différents points de vue. Par exemple, ici, voilà, on est sur un premier angle de vue, mais la grenade sort du champ. Donc on fait une transition par le modèle 3D pour passer sur un autre angle où on voit le reste de la scène. C'est une technique qui s'appelle le frame match, enfin, c'est le terme qu'utilise en tout cas Forensic Architecture. Et j'aime bien la phrase de Eyal Weizmann, donc, qui est le fondateur de ce laboratoire, qui explique ça, que le modèle 3D agit un peu comme un dispositif optique permettant de comprendre la relation entre différents éléments. Alors vous allez me dire, oui, peut-être, ces vidéos, c'est bien, ça marche pour documenter des violences policières éventuellement, quand il y a des vidéos. Est-ce que ça peut marcher pour d'autres sujets d'enquête? Et la réponse est oui, vous avez sans doute vu peut-être les enquêtes du Monde, peut-être Arte, Source, et il y a maintenant plusieurs médias qui font ce genre de choses. Ça a été utilisé notamment pour documenter des choses dans les zones de guerre, récemment en Ukraine, en Syrie, à Gaza. Moi, ça m'a servi aussi à documenter des sujets où il y avait très peu d'images, des enquêtes où il y avait très peu d'images. Je vais vous présenter ce projet que j'ai fait pour la BBC. En février 2015, l'opposant russe Boris Nemtsov était assassiné tout près du Kremlin. L'enquête menée par mes collègues de BBCI en partenariat avec Bellingcat avait découvert que durant les mois qui ont précédé son assassinat, Boris Nemtsov avait été suivi par des agents du FSB pendant des mois et par des gens en lien avec d'autres assassinats politiques en Russie. Je passe un peu vite sur l'enquête, mais la grosse problématique pour cette enquête, c'est qu'en fait, il n'y avait pas d'image, parce que toutes les infos venaient d'un leak, donc d'une fuite de données, un peu l'équivalent de la SNCF en Russie. Et donc, tout l'enjeu, c'était comment mettre en scène les révélations que voilà, il faut donc expliquer. Et donc, à nouveau, je mobilise des cartes avec des images satellites où j'explique voilà les trajets de Boris Nemtsov et les espions qui le suivent. Aussi, le motion design sert un peu à donner vie à toutes ces données qui sinon seraient très brutes. Et donc c'était vraiment pas facile. Et là, j'ai réutilisé un peu le composant timeline comme ça, d'une autre façon. Ça aurait pu être plus beau, je pense, mais en tout cas, j'ai réussi à peu près à faire comprendre. Et pour venir expliquer, voilà, donc ça représente les déplacements de Boris Nemtsov et de l'espion qu'il suivait, Valéry Zoukharev. Donc voilà. Donc là, tout simplement, le design a servi à donner vie à cette enquête. Sinon, ça aurait été très difficile d'en faire un film parce qu'en fait, il n'y avait pas d'image.
Et on est dans une école de design. Pour moi, ça va même au-delà du design purement visuel. Et à mon avis, beaucoup d'autres outils peuvent être mobilisés. Il y a quelques mois, pour Le Monde, c'est grâce à Python, un langage de programmation qui permet, entre plein d'autres choses, d'automatiser la collecte et le traitement de données en ligne, qu'on a publié cette enquête qu'on a appelée Stravalix. Grâce à ça, avec mon collègue Sébastien Bourdon, on a pu retrouver les profils publics d'une trentaine de gardes du corps de Joe Biden, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. On a aussi trouvé des membres d'équipage de nos sous-marins nucléaires. C'est un enjeu en ce moment important. Et à travers ces profils publics, on pouvait retrouver plein d'informations sensibles sur les déplacements des chefs d'État ou le domicile des agents. Et donc on a fait ça grâce à du code Python, qui est, comment dire, je ne vais pas dire que c'est à la portée du premier venu, mais moi je ne suis pas un développeur très talentueux, et on a réussi à le faire. Et je vais finir avec un dernier exemple qui n'est pas de moi, qui a remporté un prix Pulitzer il y a quelques années. En 2020, des journalistes de BuzzFeed ont réussi à démontrer que le régime chinois avait bien fait construire un vaste réseau de camps d'internement de population ouïghour dans la région du Xinjiang. Et la façon dont ils ont réussi à faire ça, c'est à nouveau grâce à des outils du numérique. À l'époque, les chercheurs estiment qu'il y aurait 1 millier de camps, mais ce n'est pas très documenté. Et les deux journalistes qui ont travaillé là-dessus, Alison Killing et Christo Bouchek, ont remarqué ça sur l'application Baidu Maps, l'équivalent chinois de Google Maps. Sur les quelques camps qu'ils connaissaient, il y avait comme ça des tuiles qui manquaient. Et du coup, ils ont eu l'idée de scanner toute la région du Xinjiang pour retrouver tous les endroits où il y avait des tuiles qui manquaient comme ça. Alors, ils en ont trouvé beaucoup au début, plus d'1 million, mais en recoupant ces informations avec d'autres données, d'autres images satellites, ils ont réussi au final à cartographier 428 centres de détention de Ouïghours et faire une contribution assez extraordinaire à exposer ce qui est qualifié aujourd'hui de génocide par de nombreuses institutions internationales. Et ils ont eu le prix Pulitzer pour ça. À nouveau grâce au code, grâce à des outils du numérique. Alors vous me direz peut-être, ça c'est pas vraiment du design, c'est du data journalisme, c'est pas faux. Mais en tout cas, ça nécessite de grosses compétences techniques. Et je peux vous faire ce retour d'expérience de mon travail. Alors, j'ai pas été dans toutes les newsrooms de France et d'Angleterre, mais quelques-unes. Et les profils tech, avec des compétences techniques, sont vraiment assez rares. Et notamment, encore plus dans les services d'enquête, ou peut-être dans les médias, il y a des profils qui ont les compétences techniques, mais qui vont avoir du temps, tout simplement, à consacrer à de l'enquête. Il y en a pas beaucoup. Des compétences pour coder, pour faire de la 3D, ce genre de choses. Et... ouais, voilà. Et donc moi j'ai la conviction, il y a énormément de choses à faire avec ces outils et plein de choses qu'on soupçonne même pas, et plein de choses à inventer. En plus, on est allé au moment où l'IA arrive, encore une nouvelle technologie quelque part. Qu'est-ce qu'on veut, voilà, qu'il faudrait enquêter sur l'IA, mais peut-être aussi avec l'IA, je ne sais pas. Et voilà, avec l'arrivée de gens comme eux, je pense qu'on en a bien besoin. Donc, si on veut continuer à vivre dans une société démocratique. Voilà. Ça, c'est une liste de quelques acteurs qui font ce genre de choses. Et merci de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Antoine. De la même manière, avant de faire circuler le micro pour les questions, peut-être une première question de ma part. Tu montrais donc plusieurs thématiques de sujets que tu abordes avec ces méthodes-là, notamment les deux premiers, c'était sur les violences policières, et puis ça revenait après sur des questions de violence de manière générale. Est-ce que tu penses qu'il y a des sujets qui se prêtent absolument pas à ce genre de méthode ? Ou alors, pour reformuler la question, dans quel cadre vous décidez si cette méthode de représentation, notamment, va s'appliquer ou pas à ces enquêtes ? Moi, je pense que ça peut s'appliquer à plein d'autres sujets. J'ai failli vous présenter aujourd'hui une enquête qu'on a fait, où on a utilisé ces outils-là sur l'émission de Cyril Hanouna. Donc rien à voir, du coup, quelque chose d'analyse média qu'on a publié cet été pour Le Monde, où mes collègues avaient analysé la nouvelle émission là qu'il a sur Europe 1. Et pour expliquer l'enquête, la mettre en scène, et même pour ne serait-ce que la faire en vidéo, parce qu'il y avait des problèmes de droit à l'image, puisqu'on ne pouvait pas utiliser les images de l'émission. J'avais refait le studio d'Hanouna en 3D pour pouvoir expliquer aussi les dynamiques en cours. J'ai failli vous le présenter, mais il n'y en avait pas beaucoup de temps, donc voilà. Donc,
là, c'est un peu utiliser ces outils pour quelque chose qui a pas directement, voilà, c'est pas vraiment des cas de violation de droits humains ou comme ça. Je pense qu'il y a plein de choses à inventer. Et encore une fois, des quelques newsrooms où je suis allé, la plupart des gens, les enquêteurs, surtout c'est plutôt des profils presse écrite, ça dépend, mais c'est pas du tout leur culture. Ils ont même pas idée que c'est possible de faire ça. Et donc, vraiment, faut pas hésiter. Moi, j'ai hésité pendant longtemps à me dire est-ce que je suis légitime, tout ça, mais en fait, personne n'y pensera. Si vous avez des idées, faut les faire parce que sinon personne n'y pensera peut-être. Et autre question, donc tu utilisais le terme docint, quand on explore les questions docint sur Internet, on se rend vite compte que la plupart des sites qui s'intéressent à l'ocint vont beaucoup focaliser sur les logiciels qui permettent de trouver des informations, de trouver des données. Il y a assez peu de travaux sur la mise en forme, justement, sur ce que toi tu montrais, le système de chronologie que tu mets en open source. Est-ce que justement il y a des communautés qui commencent à se créer sur ces sujets-là? Est-ce qu'il y a des ressources qui existent ou est-ce que tu es un peu seul? Je suis pas seul parce qu'il y a d'autres designers quand même. Il y a quand même au moins 5-10 je dirais en France, en Angleterre, de gens qui font régulièrement ça. Marceau est ici présent notamment. Il n'y a pas vraiment de communauté encore à l'heure actuelle. Moi, j'ai fait quelques tutos sur une chaîne YouTube où j'explique un peu comment animer les trucs de base. Et je pense que c'est trop petit à l'heure actuelle pour qu'il y ait une communauté, mais je pense que ça mériterait. Et je pense que, je suis convaincu que ça. Après, en fait, ça coûte. Le problème, c'est que ça coûte un peu cher. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est pas très développé. Je pense tout le monde ici est au courant que les médias c'est pas le truc le plus porteur en ce moment, et donc tout ça coûte. Je vais pas parler du coût, mais c'est sûr que ça prend souvent des semaines de travail et c'est la grosse contrainte. Mais pour des vidéos qui vont être beaucoup plus vues qu'un article du Monde ou de la BBC ne sera lu. Souvent les audiences sont quand même très bonnes pour les médias. C'est souvent parmi, je sais pas, j'ai pas fait de monitoring, mais ça fait en général, c'est souvent des produits des produits d'appel pour les médias, qui vont vachement mettre en avant et qui sont souvent assez vus quand même. Et puis surtout, je pense qu'il aussi crée vraiment un lien avec le spectateur. Il suffit de regarder les commentaires en général. Alors peut-être que c'est pareil pour toutes les vidéos, je sais pas, mais à quel point il y a des milliers de commentaires souvent pour dire à quel point les gens, et notamment quand c'est dans des pays peut-être où il n'y a pas beaucoup de médias, on fait des enquêtes avec la BBC parfois, en Afrique ou sur des pays, et la quantité de commentaires et à quel point c'est unanime, souvent nous fait dire que ça en vaut la peine et que du coup les gens vont s'en souvenir et vont faire confiance à ce média-là à l'avenir. Est-ce que vous avez des questions ? C'est moins une question, mais je trouve ça super cool. Mais je vois surtout une grande possibilité d'un lien avec les usagers, avec les lecteurs qui peuvent participer. Comme tu disais, dans l'autre enquête, c'est le travail sur le terrain qui a permis de trouver encore beaucoup plus de footage pour enrichir l'enquête. Ouais, alors tout là, à fait. C'est cool. Hein. Si le lecteur il peut participer à trouver la vérité, c'est chouette. Tout à fait. Et bon, là, j'ai pas beaucoup présenté l'OSINT du coup parce que l'objet était plus le design, même si la plupart des enquêtes que je fais sont des enquêtes qu'ils appellent en sources ouvertes et où souvent aussi cette espèce de le fait qu'on puisse reproduire presque soi-même l'enquête, c'est-à-dire souvent le cheminement, le spectateur pourrait refaire la même démarche que nous. Alors sauf quand c'est des sources fermées parfois, mais quand c'est des sources en ligne, et souvent les journalistes du Monde mettent dans les descriptions les sources de leurs enquêtes pour que les gens, je sais pas si beaucoup de gens vont voir, mais en tout cas ils peuvent aller voir et vérifier par eux-mêmes d'où vient l'information, et je pense que ça participe à peut-être redonner de la confiance dans les médias. Je ne suis pas l'expert de ça. Moi, je pense que ça participe vraiment à la confiance des médias, justement. C'est un des enjeux qui est hyper fort, à mon sens, avec la place du design dans le monde des médias, c'est justement travailler cette question de la confiance par la narration. Mais c'est pas à moi de faire la conf. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Je voudrais savoir quel poids ces enquêtes révèlent quand même des choses. Là, pour le coup, on a tous vu.
Quel poids ça peut avoir au niveau juridique? Bonne question. Sur l'enquête de Bordeaux, par exemple, la vidéo a été versée au dossier d'instruction et l'affaire n'est pas encore jugée. Donc ça fait déjà 6 ans. Et donc je pense que ça... Bon, moi, je ne suis pas un expert de police-justice, mais je pense que dans cette affaire-là, ça va jouer un rôle qui est sans doute... en tout cas pour les parties en cours, c'est évidemment que je pense que c'est quelque chose qui est utile parce que... et puis, et sur l'enquête d'après, sur les violences en Seine-Saint-Denis, pour le coup, l'enquête était terminée. Et malheureusement, même si nous, après, on a découvert qui était responsable du tir, parce que pendant le procès, ils ont pas pu savoir qui, je pense, qui avait en fait éborgné cette dame. Et je pense que ça a aussi conduit à ce que, je sais pas, en tout cas ça a peut-être joué dans le fait que les policiers soient acquittés puisqu'ils n'arrivaient pas à savoir qui avait tiré au final. Et nous on a trouvé après coup, donc malheureusement ils ont décidé de ne pas aller, ils auraient pu aller à la Cour européenne des droits de l'homme mais ils ont décidé de ne pas y aller. Donc voilà, c'est juste, ça n'aura pas d'incidence. De plus en plus, je vais mentionner le travail de collègues qui ont monté récemment une agence d'expertise qui s'appelle Focal Expertise et qui, c'est un peu un des premiers en France qui utilise ces outils justement dans le cadre de procédures judiciaires, donc du coup pas du tout dans les médias, mais pour pouvoir faire ce travail dans le cadre de procès, enfin d'enquête de justice. Parce qu'en plus jusqu'à présent il n'y avait pas vraiment d'acteurs. Enfin, j'ai déjà rencontré moi des gens qui cherchaient des experts, est-ce qu'il y a des experts en justice qui peuvent faire ça, et parfois, c'est pas quelque chose qui se faisait beaucoup jusqu'à très récemment. Et moi personnellement, moi je suis pas journaliste de formation, je suis arrivé un peu sur le tard là-dessus. Ça m'a choqué, on pourrait dire. J'étais surpris de voir à quel point les preuves issues les pièces à conviction plutôt, comme la vidéo et l'image, étaient très mal prises en considération dans les dossiers d'instruction. C'est vraiment spectaculaire. Pareil, j'ai failli vous le montrer ici, dans l'affaire de Villemomble, de Seine-Saint-Denis, de la dame qui s'est fait éborgner. Il y a des images de vidéosurveillance dans le dossier. On peut pas les voir. Elles sont pas claires du tout. Il y a même pas la vidéo. Et c'était comme ça. Pardon, je suis pas très clair, mais il y a vraiment un retard qui est spectaculaire. Sur le procès de Villemomble aussi, là, ce même procès, le jour de l'audience, le projecteur ne marchait pas. Et ils ont quand même débattu du truc, évidemment. Comment on peut discuter de cette affaire sans voir les vidéos? C'est juste les pièces centrales du truc. Et il y a vraiment c'est vraiment un vrai sujet pour moi. Et venant moi un citoyen lambda entre guillemets, m'intéressant à ça m'a vraiment choqué de voir à quel point il y avait un manque de moyens tout simplement dans la justice. Bon, c'est pas un scoop pour beaucoup d'entre vous probablement, mais moi en tant que citoyen, ça m'a vraiment choqué. Les policiers n'ont pas de moyens pour juste lire les vidéos sur leurs ordinateurs. Enfin, on a eu plein de témoignages comme ça, c'est incroyable. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Je voulais te poser une question plus par rapport à ton parcours personnel. Comment toi tu en es venu à mettre à disposition ton savoir-faire en tant que graphiste au service de l'information? Et question complémentaire, est-ce que tu constates dans la presse anglo-saxonne une avancée sur ces métiers-là au sein des rédactions, ou est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose de plus normalisé, que tu es moins une exception comme tu peux l'être en France aujourd'hui? Côté anglophone, à mon avis, la grosse différence qu'il y a, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de moyens. Enfin, la BBC par rapport à, je pense, n'importe quel média français, il y a peut-être 5 ou 6 fois plus de journalistes qu'à l'AFP. Enfin, je sais pas exactement. Il y a 25 000 journalistes à la BBC. Ils sont dans 65 pays. Je crois que c'est incomparable par rapport à, je pense, donc un média comme la BBC a beaucoup plus de moyens que n'importe quel média en France, quoi. Et donc, à mon avis, c'est surtout ça le truc. Peut-être que c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose d'une culture un peu plus sur l'innovation. Je sais pas trop, je saurais pas trop dire. Mais à mon avis, c'est surtout les moyens. Et sur la première question, au départ, le fait que je partage quelques outils, je sais pas non plus, voilà, mais c'est parti que moi, en fait, j'ai un peu dans ma culture, j'ai tout appris sur Internet, que ce soit le design, et donc j'ai tout appris énormément de choses en design par les tutoriels YouTube, tout ça.
Et donc, c'était un peu naturel pour moi tiens, là, j'ai un truc intéressant qui peut servir. Et en fait, il y avait pas mal de collègues, enfin, quelques collègues qui me demandaient, comment tu fais ça, on aimerait bien le faire. Et donc, à force de le remontrer 3-4 fois, j'ai dit, bon, je vais juste en faire une vidéo, comme ça, je pourrais l'envoyer aux gens. Parfois, j'interviens aussi dans des écoles de journalisme, mais c'est un peu pour la même raison. À force de réexpliquer 15 fois la même chose, je me suis dit, je vais en faire un tuto, comme ça, tout le monde pourra y avoir accès. Et puis, moi, ça me fait plaisir que... J'aimerais bien que je pense que ces outils sont utiles, pertinents, donc peut-être que ça peut les diffuser. Alors, je vous propose qu'on s'arrête là parce que sinon on va exploser le timing. Il faut qu'on sorte à 20h pour des questions de sécurité de l'école. Merci infiniment pour ta présentation, Antoine. Et je vous propose qu'on accueille Stéphane pour la dernière présentation. Donc, ouais. Donc, en attendant que tu prépares le bon site, je vais te présenter. Donc, Stéphane Lambert, tu es le cofondateur à la base d'une chaîne YouTube qui s'appelle Osons Causer, qui est devenue un site d'information qui s'appelle Osons Comprendre, qui est à mi-chemin entre la vulgarisation scientifique, pour le dire comme ça, et des pratiques qui vont de discussion politique et de débat journalistique. Et donc, tu vas nous présenter le projet, mais il faut qu'on branche ça avant. Hop. Tu vas nous présenter le projet Osons Causer, Osons Comprendre. Si ça veut bien s'afficher, et en tout cas, je te laisse la main pour 20 minutes. Normalement, ça ne devrait pas tarder à arriver. Voilà. Magnifique. Déjà, merci pour l'invitation et merci d'être venus assez nombreux pour nous écouter parler. Alors moi, je suis un des fondateurs d'une chaîne YouTube au départ, il y a bientôt 10 ans, qui s'appelle Osons Causer, et dont la principale tête de figure que peut-être certains connaissent est Ludo, que vous voyez là à l'écran. Nous, au départ, on n'avait absolument aucun rapport avec le monde du design. D'ailleurs, ça m'a un peu amusé de recevoir l'invitation pour venir ici, parce que si je vous montre les premières vidéos de la chaîne, vous allez avoir mal aux yeux. Si je mets populaire, je pense qu'on va retomber. Voilà, par exemple, ça. Voilà, ça c'est le genre de vignette qu'on faisait il y a quelques années. Donc vous voyez, c'est très moche. Mais à la base, on était 3 amis dans une coloc à Paris qui avions fait plutôt des études de grandes écoles, de philo, de sociaux. Moi, je faisais des sciences cognitives avant de faire la chaîne. Et on était passionnés de politique. On parlait souvent de ça entre nous et avec nos amis. Et à l'époque, sur le YouTube français, il n'y avait pas grand-chose qui parlait d'actualité, de politique, de sciences sociales en général. Il y avait la chaîne d'Usul, qui aujourd'hui bien connue, a travaillé avec Mediapart, Blast, etc. Mais la personnalité qui était particulièrement connue à l'époque, vers 2014-2015, c'était Alain Soral à l'extrême droite, qui avait une grosse influence, y compris parfois chez des amis d'amis, etc. Et on s'est dit que ça nous plaisait pas trop. Et puis on a eu l'idée de se lancer dans une chaîne YouTube, donc au départ totalement à l'arrache. On tournait dans la chambre de notre coloc, et le montage, on a appris ça sur le tas, mais je pense que c'était moins convaincant que ce qu'on a vu juste avant moi. Et on a fait des vidéos qui étaient assez rapidement, qui sont devenues des vidéos assez éditoriales qui parlaient de l'actualité politique. Et ce qui a été important dans notre chaîne, c'est un moment où, vers 2016, on a été un peu parmi les premiers en fait sur Facebook. À l'époque où Facebook montrait des vidéos politiques, et où il y avait encore des gens qui allaient sur Facebook. On a été dans les premiers en France à utiliser ce graphisme qui est moche, mais qui est efficace, d'avoir le format carré et d'avoir des grosses bandes noires avec le titre en gros. Et du coup, c'est quelque chose qui a très bien marché. C'est ce qui a fait exploser notre chaîne. On avait à l'époque peut-être quelques dizaines de milliers d'abonnés sur YouTube. Et puis sur Facebook, en se lançant dans ce format, à la fin du quinquennat de Hollande, à l'époque de Nuit debout, la loi travail, etc., on est tombé sur un type de format qui a vraiment bien marché. Ça, c'est la vidéo qui a sûrement le plus de vues sur Facebook. C'était vers l'entre-deux tours de la présidentielle de 2017, où à l'époque, on avait pris position pour Mélenchon.
Du coup, là, on avait cette vidéo qui avait été partagée à peu près 500 000 fois et qui avait été vue 18 millions de fois. Alors, c'est des vues Facebook, donc c'est pas comme sur YouTube, c'est un peu moins, mais c'était très, très efficace. Et puis, à partir de 2018, Facebook a changé son algorithme et notamment son mise en avant des vidéos politiques. Et notre page qui avait à peu près 1 million d'abonnés sur Facebook et nos vidéos qui faisaient souvent 1 million, 2 millions, 3 millions de vues, on s'est retrouvé en l'espace d'un an ou deux à avoir des vidéos qui faisaient 150 partages, 50 000 vues, qui étaient plus du tout vues sur Facebook. Donc on a bien senti l'impact des changements d'algorithme. Et par ailleurs, à ce moment-là, nous, on en avait un peu marre d'être tout le temps dans l'actualité et de parler de tel scandale, même si on trouvait ça important d'éclairer sur ce qui nous paraissait scandaleux dans l'actualité. On avait l'impression qu'on nourrissait aussi, à force, un peu une ambiance de défiance envers toutes les institutions, et notamment les médias, alors que nous-mêmes, pour créer nos vidéos, on était tout à fait consommateurs de médias, et notamment de médias traditionnels de qualité. Et on a eu envie, à cette période, autour de 2017, d'aller vers un nouveau format qui était beaucoup plus de la vulgarisation. Et on a lancé, après un travail de quelques années pour le monter, ce site qui s'appelle Osons Comprendre, et où on fait des vidéos qui sont beaucoup plus des vidéos de vulgarisation, où on a eu envie de créer le site qu'on aurait bien aimé avoir quand on avait 18, 20, 25 ans, enfin même maintenant aujourd'hui, qui en gros a pour but de donner les bases sur tous les grands sujets politiques. Et du coup, on ne se situe pas vraiment dans l'actualité, et je dirais qu'on est plus dans la formation que dans l'information, même si c'est lié. Donc par exemple, si je vais dans la bibliothèque pour vous permettre de voir le genre de sujet qu'on fait, là par exemple la dernière vidéo qu'on a publiée il y a quelques jours, après Gaza, le projet colonial d'Israël en Cisjordanie, c'est une vidéo vraiment d'histoire de la colonisation en Cisjordanie sur 50 ans, ça c'est la première partie, avec beaucoup de travail historique et de sources. Donc c'est des vidéos beaucoup moins éditoriales que ce qu'on faisait il y a quelques années, mais c'est des vidéos dont on a un public aussi qui a changé. Maintenant on a un public beaucoup plus diversifié peut-être qu'il y a quelques années. En termes politiques, idéologiques, au début on avait une chaîne qui était très très marquée gauche, France Insoumise dans l'image qu'on avait, et aujourd'hui c'est plus varié, même s'il y a toujours une partie des gens qu'on avait au départ. Et voilà, pour vous montrer un peu le genre de sujet qu'on fait, dans les dernières vidéos, on a une vidéo sur l'évolution idéologique d'Elon Musk, une vidéo où on se demande si les boomers ont été une génération particulièrement privilégiée, une autre sur est-ce que pour tenir les objectifs climatiques, on a besoin de décroissance, voilà, la dédiabolisation du RN, est-ce que la France devient un pays d'extrême droite. Vous voyez que c'est des sujets assez variés, et à chaque fois, c'est des sujets qui sont censés être utiles pour le long terme. Donc, par exemple, quand on fait l'histoire de Arafat et l'OLP, la lutte armée, ou une vidéo sur le discours de Jean Covici sur les énergies renouvelables, c'est des vidéos qui ont un peu pour objectif d'aider les gens qui nous suivent à avoir des vidéos très sourcées, pour vous montrer, sur chacune de nos vidéos, on a un onglet sources et références où on met beaucoup de sources et de graphiques qu'on trouve aussi pour une partie dans le travail d'animation de la vidéo. Voilà, ça c'est juste pour une vidéo. Et on sait que c'est quelque chose qu'apprécie notre public, de pouvoir prolonger la vidéo en allant, s'ils ont envie, creuser nos sources, aller voir tel point de la vidéo, j'ai envie de voir d'où vient ce chiffre ou d'où vient cette affirmation historique sur, mettons, l'histoire de la Palestine ou sur, mettons qu'on explique les institutions européennes, etc. Et donc ça permet aux gens de pouvoir construire une confiance dans notre discours, je pense, en voyant que tout ce qu'on dit est sourcé et qu'ils peuvent aller vérifier chaque élément. Et puis aussi, on a pas mal de gens qui aiment bien un peu geeker et puis prolonger un peu la réflexion qu'on commence dans nos vidéos. Et évidemment, ce site, je dis évidemment, c'est pas évident, mais ce site, il est accès payant. Donc, c'est les gens qui nous suivent à la base principalement sur YouTube, parce que maintenant, c'est la plateforme où on est le plus présent. On a à peu près un peu plus de 400 000 abonnés, qui, quand ils ont envie de soutenir notre travail, s'abonnent.
payent ce qu'ils ont envie de payer, en gros. Et nous, ça nous donne les moyens. Donc, Ludo, que vous avez vu tout à l'heure en vidéo, et moi-même, de faire le travail de recherche et d'écriture des vidéos. Et ensuite, on a une monteuse, Olia, et un monteur, Pierre, qui travaillent avec nous de manière plus ou moins à plein temps, pour nous aider à faire ce qu'on ne savait pas faire nous-mêmes au départ, c'est-à-dire illustrer les vidéos et essayer de progresser dans l'animation de nos vidéos pour que ce soit de joli. Et aussi, alors c'est très 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 loin du niveau de ce qu'on vient de voir avec le travail de la chaîne du Monde, qui je trouve en général est vraiment de très très grande qualité dans ce qu'ils font en termes de travail journalistique et particulièrement de travail d'animation. Je trouve que c'est très carré. Et je vais essayer de vous trouver un exemple de ce qu'on essaie de faire pour... Voilà, par exemple, on a fait une vidéo sur... Ah merde, elle n'est pas en accès libre. Celle-là, ok. Ah oui, non, je vais vous en mettre une autre. Parce que, bon, les vidéos, au bout d'un certain temps, passent en accès libre sur YouTube. Et donc, si vous allez sur le site, il y a toute une partie des vidéos qui sont consultables, même si vous n'êtes pas abonné. Par exemple, celle-là. Je vais essayer de vous trouver, voilà. Un petit passage, voilà. Hop. On va voir si ça charge. Doubler un double pépin, on a un facecam avec un studio tout ce qu'il y a de plus classique sur YouTube, une nouvelle diversification. Si les deux et après on essaie d'utiliser en aussi même temps, il existe une manœuvre qui permet de connecter l'animation. Donc là c'est pour illustrer la manière dont fonctionne la sécurité dans les centrales nucléaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident grave et qu'on n'ait pas de nouveau Tchernobyl en France. Évacuer la chaleur du réacteur à l'arrêt sans passer par les générateurs de vapeur, mais en utilisant donc des ça c'est quelque chose échanges. qu'au début de la chaîne on n'avait pas du tout les moyens de le faire, ni technique ni financier. Et maintenant, du coup, grâce à nos abonnés, ça nous permet de nous aider créer un peu un modèle économique qui nous permet de payer ces 4 personnes et de faire ce travail et d'avoir un travail aussi visuel sur les vidéos pour qu'elles soient plus faciles à suivre, notamment quand c'est des sujets très techniques, geeks, comme la sécurité des centrales nucléaires, mais aussi pour d'autres sujets. Là, par exemple, sur la colonisation de la Cisjordanie, il y a plein de cartes animées pour permettre de voir où sont les routes réservées aux colons, où sont les barrières, où sont les territoires palestiniens, où sont les territoires israéliens, etc. Et donc petit à petit, au fur et à mesure qu'on a gagné en moyens, on a essayé d'intégrer une partie plus importante du design. Vous voyez que notre site est encore très moche, il est en cours de refonte. Mais voilà, ça fait partie de ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Peut-être que je ne vais pas être beaucoup plus long pour qu'on ne finisse pas trop tard. Mais si vous avez des questions, je serai très content de vous répondre. Merci beaucoup Stéphane. Peut-être justement une première question. Les youtubeurs, pour vous qualifier comme ça, qui se sont lancés dans des aventures similaires à la vôtre, souvent au début ça marche bien, et puis après il y a un phénomène d'essoufflement lié à votre base d'abonnés, parce que en fait vous avez une communication qui est très centrée autour de votre chaîne, ce qui rend le modèle des fois questionnable sur le long terme. Comment est-ce que vous vous positionnez là-dedans? Est-ce que finalement vous arrivez à garder l'audience que vous aviez au départ chez vos abonnés? Est-ce que vous arrivez à trouver de nouvelles sources d'abonnés? Et auquel cas, comment est-ce que ça fonctionne? Déjà, quand je parle avec des journalistes de profession qui ont des sites divers et variés, je me rends compte que nous, on est très amateurs dans toute la partie suivre la conversion. On a très peu d'outils pour suivre ça, etc. Nous, principalement, c'est juste le simple fait de passer nos vidéos régulièrement sur YouTube et de faire de temps en temps des vidéos directement sur YouTube, qu'on publie aussi sur Insta, etc. Mais la plupart de nos formats, c'est quand même des formats plutôt entre 15 minutes et 1 heure, donc des formats longs. C'est pas des formats qui marchent incroyablement sur Insta, TikTok, etc. Mais globalement, ça a suffi ces 5 dernières années à renouveler petit à petit nos abonnés. On sait qu'il y en a qui partent, qui reviennent, etc. Je pense que une partie de ce qui explique que ça tient, c'est que je pense que le travail qu'on fait, il y a d'autres chaînes qui font des choses. Par exemple, si vous vous intéressez au climat et à l'énergie, il y a la chaîne Le Réveilleur, par exemple, qui fait de la vulgarisation très sourcée, etc. En économie, il y a la chaîne Eureka,
pareil, qui fait des vidéos qui ont un esprit assez similaire à ce qu'on fait sur notre site, mais c'est des personnes seules. Donc, leur besoin de financement il est beaucoup plus bas que quand on est une équipe de 4. Et eux, par exemple, leur modèle, c'est le truc classique d'avoir un Tipeee, un financement participatif, et puis de temps en temps un partenariat avec une ONG, etc. Nous, c'est un modèle assez différent. Et pour l'instant, oui, le fait de passer les vidéos en accès libre au bout d'un moment et de temps en temps de faire un petit appel à notre public, jusqu'à présent, ça nous a permis de maintenir le modèle économique. Par contre, effectivement, on passe énormément de temps pour préparer ces vidéos sur le site. Et malheureusement, souvent, le moment où on les fait, c'est le moment où on a envie de les faire. Donc très souvent, c'est le moment où c'est le plus quand même connecté à l'actualité. Le moment où on les sort, ça peut être un peu retombé. Donc c'est pas forcément le moment où ça va faire le plus de vues. Et donc il y a quand même un petit trade-off entre le travail qu'on fait et le temps qu'on passe sur le site et le fait que les vidéos aient de l'impact et soient vues sur notre chaîne. Et c'est une de nos réflexions actuelles de savoir comment on va équilibrer la quantité de notre taf qui sert à alimenter le site et celle qui est directement accessible pour être utile aux gens, en fait, tout simplement. Parce que sur le site, il y a quelques milliers d'abonnés, mais ces quelques milliers d'abonnés ne regardent pas tous toutes les vidéos tout le temps. Du coup, ça fait vite des vidéos qui ont quelques centaines de vues, là où sur YouTube, même une vidéo qui ne marche pas aura 30-50 000 vues. Donc, et si elle marche mieux, ce sera mieux. donc, effectivement, c'est une frustration de ce modèle, mais on n'a pas encore la solution magique pour résoudre tous les problèmes. Et un enjeu qui est fort pour les médias, c'est de s'attirer d'attirer des figures qui peuvent les incarner. Alors Ludo, pour vous, c'est justement la figure qui incarne Osons comprendre. Les médias démarchent des influenceurs, tels qu'on peut aussi vous appeler. Il me semble que justement, vous avez à un moment travaillé pour l'Humanité, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez eu une période où vous avez fait des vidéos sur leur chaîne. Est-ce que tu peux nous parler du retour d'expérience, de ce que ça a donné pour vous? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que c'est une expérience que vous reproduiriez? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller travailler pour un média comme ça? En fait, nous, on a un peu fait de tout, vu qu'on était totalement amateurs et que beaucoup des modèles dont on a parlé se sont faits au fur et à mesure de l'histoire de notre chaîne en parallèle. On a fait des financements participatifs, on a fait des partenariats ponctuellement avec des ONG pour mettre en lumière des campagnes, etc. Quand les sujets nous paraissaient suffisamment intéressants pour notre public. Et aussi, on a collaboré avec Mediapart pendant 6 mois, en 2017, quand ils ont lancé leur chaîne YouTube d'ailleurs. Et on a fait 1 an aussi avec l'UMA, sur leur chaîne YouTube et aussi sur la nôtre. C'est intéressant, notamment quand on a fait ça avec Mediapart en 2017. C'était pas mal parce que ça nous a aussi légitimé auprès d'un certain nombre de journalistes, etc. Le fait de voir qu'on était éditorialiste pour Mediapart par rapport à l'image très, très éditoriale, politisée qu'on avait à l'époque. Et après, on a arrêté parce qu'on avait envie de faire notre site et qu'on ne pouvait pas tout faire en même temps. Quand on a quand même recommencé cette expérience de collaborer avec un média, quand on l'a fait avec l'UMA, à un moment où notre site était déjà en place, tournait, etc. Et on a fait une saison, on a fait une dizaine de vidéos avec eux, qui du coup, elle était plutôt liée à l'actualité. C'était une vidéo par mois sur leur chaîne et sur la nôtre. Et c'était assez sympa. On était très très libre au niveau de la ligne éditoriale. Ça a été très agréable de travailler avec eux. On a pu faire nos sujets, avec une grande liberté. Après, c'est des vidéos où on ne pouvait pas parler de notre site, vu qu'elles étaient payées par un média. Et ça prenait beaucoup de temps. Donc déjà que nos vidéos du site nous prennent un temps fou, si en plus le peu de temps qui nous reste, on l'utilise pour un autre média et on ne peut pas parler du site qui en fait est notre source de revenus, en fait ça tenait pas trop, quoi. Ça faisait une bonne pub pour l'humanité, mais ça nous permettait pas de ramener des abonnés sur le site. Et puis même les vidéos qu'on faisait avec eux sur l'actualité, il y avait tout un process de validation des sujets,
qui était où à la fois il n'y avait aucun problème, mais il fallait du temps pour chaque étape. Et du coup, on se retrouvait à avoir un gap de à peu près 1 mois entre le moment où on décidait de faire une vidéo et le moment où elle sortait. Et du coup, si vous avez 1 mois comme ça, il y a énormément de sujets d'actualité qui disparaissent parce que vous n'avez aucune certitude que ça sera toujours dans l'actu 1 mois plus tard, à moins que ce soit genre une énorme actualité, genre OK, Trump est président, on peut faire une vidéo sur mettons, l'idéologie économique de Trump sur le libre-échange. Et encore, il y a des bouts de vidéos qui devront bouger jusqu'au bout, etc. Mais pour des trucs comme, mettons, l'affaire Betaram, est-ce que Bayrou savait pas, machin, si on a envie de faire une vidéo là-dessus, 1 mois plus tard, c'est totalement mort, quoi. Donc, c'est assez contraignant. Donc, on s'est dit, finalement, garder le peu de temps qu'on a pour faire nos vidéos sur les réseaux sociaux, en étant libre de pouvoir être réactif si on a envie de le faire, ça nous plaît plus que d'avoir une collab média, quoi. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. J'avais une question sur les formats. Aujourd'hui, vous êtes justement habitué à faire plutôt de la vidéo. Est-ce qu'un jour, vous prévoyez de vous ouvrir à d'autres formats d'information, peut-être des articles longs, justement, pour traiter plus rapidement des sujets dans un court timing après l'actualité, ou justement, vous pourriez proposer justement des formats un peu plus interactifs où le lecteur a dans la main tous les outils pour comprendre des sujets même de fond aussi, comme le fonctionnement d'une centrale nucléaire ou pas. Alors l'écrit, c'est un truc auquel on pense depuis un long moment. D'abord pour une raison assez prosaïque, qui est qu'aujourd'hui on n'est pas officiellement un média, et pour bénéficier du statut de média, et notamment ne quasiment plus payer de TVA, il faut être reconnu comme média. Et que pour ça, jusqu'à très récemment, il fallait produire de l'écrit. On ne pouvait pas être reconnu comme média si on était un média vidéo, parce que c'était des règles qui ont été faites il y a longtemps. Mais aussi, il y a beaucoup des vidéos qu'on fait sur notre site où on se dit qu'elles seraient intéressantes sous format écrit. Nous-mêmes, on consomme beaucoup d'écrits. On passe, en fait, beaucoup des choses qu'on consomme en termes d'information, c'est plutôt des études scientifiques, des rapports. On passe beaucoup de temps à lire. Et effectivement, il y a pas mal de vidéos où on a beaucoup de graphes, beaucoup de choses qui visuellement marchent bien et marchent bien aussi sous format écrit. Et donc, c'est quelque chose à laquelle on pense. Il faudrait juste qu'on investisse de l'argent pour payer quelqu'un à faire ça. Mais c'est un truc auquel on a pensé. Pour le côté plus qu'on aimerait peut-être faire cette année, pour le côté plus interactif, ce serait encore mieux, mais ça coûte vite très cher. Et là, on tombe sur le fait que nous, on est quand même une petite structure. Par exemple, moi, ça m'a un peu amusé de voir que, par exemple, la chaîne, la première intervention avec la chaîne Coloc, c'est une chaîne lancée par le Média Ouest France, c'est 6 personnes directement. Nous, on est 4. Alors que ça fait 10 ans qu'on fait ça. Donc, il y a quand même aussi une question de moyens financiers. Et on a réussi à rendre notre activité pérenne, mais pas au point de pouvoir financer, par exemple, là, les choses qu'on voit des vidéos du monde avec énormément d'animation, etc. Nous, il y a plein de sujets. On adorerait pouvoir mettre plus de travail d'animation pour faire des choses vraiment, vraiment stylées, et aussi pour faire travailler sur l'ambiance sonore, etc. Mais ça coûte vite extrêmement cher. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Combien d'abonnés payants et le prix moyen d'un abonnement ? Parce que j'ai compris qu'en fait, chacun pouvait donner ce qu'il voulait, c'est ça ? Alors, il y a plusieurs. En gros, il y a un abonnement de base qui est à 5 €, un abonnement qui est à 3 € et un abonnement à 10, et je crois qu'on en a rajouté il y a quelques mois à 20 par mois. Voilà. Et combien d'abonnés du coup payants ? Alors, je ne sais pas exactement aujourd'hui, mais autour de 3500, je crois. Et la moyenne, je pense qu'on est un peu au-dessus de 5 €. En gros, les gens qui prennent à 3 € sont à peu près compensés par les gens qui prennent à 10 €. Et après, il y a aussi des gens qui s'abonnent à l'année. Voilà. Mais c'est assez variable, hein, parce qu'en gros, il y a des moments où on insiste un peu pour avoir des abonnements. Après, ça baisse un peu chaque mois.
notamment parce que les gens réactualisent pas forcément quand leur carte bancaire arrive à expiration, enfin plein de trucs classiques de site à abonnement. Et puis il y a un moment où on s'en occupe et du coup on refait une campagne d'abonnement. Et ça fonctionne un peu comme ça par vague. Merci beaucoup Stéphane pour ta présentation, c'était vraiment super intéressant.